Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Si Dieu m'enlève la vie, je voudrais que mes restes soient ramenés au Cameroun. Fin de citation. Écrivait Amadou Ahidjo au président sénégalais Abdou Diouf le 19 décembre 1985 à Dakar. 4 ans après avoir égrené ses souhaits au président Diouf, Amadou Ahidjo meurt dans la capitale sénégalaise le 30 novembre 1989. C'était un jeudi. Au lendemain de sa disparition, Germaine Abiba Ahidjo fait tenir les précieuses dernières volontés du premier président du Cameroun au chef de l'État sénégalais. Ce dernier contacte dans la même journée son homologue camerounais pour lui faire part des vœux de son prédécesseur. Le président Biya promet de rappeler Abdou Diouf, rapporte le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel dans sa parution de ce jour. 31 ans, jour pour jour, après la disparition du président Ahidjo, ses restes demeurent dans les profondeurs du cimetière musulman de Dakar et le débat sur le rapatriement de ceux-ci reste d'actualité au fil des années. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Amadou Ahidjo, 31 ans après, toujours pas d'obsèques officielles. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Mbambok Yebga. Bonsoir Mbambok. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox ce soir. Je vous accueille là ce soir parce que vous venez d'être fait coordonnateur de la confrérie des Mbambok, c'est ça? Oui, le 19 novembre de cette année, il y a une assemblée générale de Bambombo de la confrérie Mbok Matouk qui s'est tenue à Mabingue. Et quel département, Mbok? Nyon Ekele. Alors, j'ai été sanctionné en me donnant la lourde tâche d'être le premier ouvrier de la confrérie. Merci. Pour combien de temps? Pour 2 ans renouvelables. 2 ans renouvelables. Ah, vous limitez pas vos mandats là-bas? Il n'y a pas de démocratie dans le Mbok. Ah, ok. Dans la tradition, il n'y a pas de démocratie. Ok. Bonsoir, Hilaire Zipan. Hilaire Macaire Zipan. C'est exact. Bonsoir, Serge Anaotou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la... Comment va le mouvement progressiste? Ouais, ça va, je pense. Les gens se posent trop de questions là. Non. On veut voir Hilaire Zipan à la tête du mouvement. Pourquoi? C'est plus pour longtemps. Je pense que... Ah, vous leur donnez rendez-vous pour bientôt? Oui, c'est parce qu'en fait, on avait qu'un calendrier et la convocation du corps électoral a poussé le mouvement progressiste à prendre ses responsabilités par rapport à ces élections-ci. Et vous savez bien que nous n'avons pas beaucoup de conseillers. Et à ce titre, le parti a donc décidé d'appuyer complètement certaines formations politiques, en principe, qui sont en course. Oui. Nous sollicitons appuyer d'abord les partis qui sont en capacité de gagner les conseillers régionaux numériquement. Et en cela, nous réhabilitons l'alliance qu'il y avait entre nous et l'UDC. Et le parti a donc fait mandat de me donner la latitude d'aller complètement à Fumban dès demain pour faire la campagne avec l'UDC. Il en va de même pour le PCRN qui peut gagner dans l'Union Ekele, qui peut gagner, je dis bien qui peut gagner. Les dissensions ne nous semblent pas donner beaucoup d'assurance, mais la formation politique autre que le RDPC qui est en capacité de gérer une région probable, c'est naturellement l'UNDP qui, sur papier, en principe, doit avoir 43 conseillers régionaux, donc à moins 2, pour ne pas dire 3, pour gérer toute la région de la Damawa. Voilà les formations politiques, à mon sens, sur le papier, qui peuvent le faire. Et je pense que le mouvement progressiste a pris toute sa responsabilité et a donc délégué à peu près 4 à 5 responsables qui vont donc appuyer naturellement l'UDC dans le Noun, sans oublier un peu l'UMS de Pierre Kouimou, qui a un ballottage défavorable un peu dans le Honka. Voilà l'activité du parti et dès janvier, soyez-en rassurés, la convention va avoir lieu et légalement et objectivement, le parti aura à sa tête, bien entendu, votre serviteur, Hilaire Macaire Zipan. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Ah, vous êtes dit, vous savez que c'est vous qui allez passer. Bonsoir Joseph René Mboutouzé. Oui, bonsoir Serge Alain.
bienvenue. Oui, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Voilà. Je sais quoi dire. Ça va, votre parti? Oui, ça va, le RDPC se porte bien. Comme lors vous inquiète un peu, le régional, c'est tapis vert. Nous avions gagné l'élection présidentielle au Lama, les législatives et les municipales au Lama. Et là, pour les régionaux, là, ce n'est qu'une conformité. Hein. Ah bon? Parce que ce sont nos électeurs. Il y a près de 23 000 électeurs qui vont participer à cette élection. Le RDPC là, plus des 3/4, donc vous voyez. Et chez nous, il y a quand même une certaine discipline dans le parti qui voudrait quand même que lorsque la hiérarchie du parti a donné son mot, que les gens suivent. Okay. Sinon bon, mais... La commission Moussonga. Voilà. La commission Moussonga. Ok, merci Joseph René Boutouzé. Thierry Yopé, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Autou. Bonsoir également aux autres copanélistes. C'est un plaisir d'être là. Donc, comme Hilaire Zipa, mon cher ami, n'a pas... En fait, c'est permis de nous arracher un fou rire, mais c'est tout à fait normal, un lundi matin. Un lundi, quand même, c'est tout à fait... C'est longtemps. Oh. Nous étions ce matin, donc on peut comprendre. Donc, c'est un plaisir d'être là et c'est tout un plaisir renouvelé de retrouver sur le même plateau Bombok, Djeno Yebga. Vous avez dit, hein, il vient d'être adoubé par ses pairs. J'espère qu'il sera à la hauteur de cette haute responsabilité parce que Lombok, en contrée, pas seulement Bassa, mais dans toutes les aires géographiques qu'on reconnaît de la société patriarcale, je crois que Lombok a un rôle plus que jamais prépondérant. Ce sont des aiguilleurs de la société, sont des gens sur lesquels généralement la société devrait prendre appui pour se relancer au regard surtout de ce que nous vivons, de tous ces faits qui gangrènent le corps social au quotidien. Je crois que leur mission est des plus salutaires. J'espère qu'ils seront à la hauteur de cette nouvelle tâche-là. Voilà, je reste avec vous, Thierry Yopin. Pourquoi on a comme l'impression que ce n'est que le 30 novembre qu'on pense au président Aïdjo? Et surtout, par le travail de la presse. Après le 30, on oublie le président Aïdjo. Non, on n'oublie pas. Dites-vous que 31 ans, quand même, c'est beaucoup. Hein. 31 ans pour un enfant qui naît, il a eu le temps d'acquérir sa maturité, donc il a suffisamment grandi, beaucoup doit couler sous les ponts. À la limite même, il a acquis sa maturité et il cherche à voler de ses propres ailes. C'est la raison pour laquelle on a comme l'impression que le souvenir n'est pas si vivace que ça. Bien au contraire, pourtant, il est plus que jamais vivace dans les cœurs de tous ceux qui ont connu. Non, je veux parler du travail que fait la presse chaque 30 novembre. Je suis en train effectivement de vous faire comprendre que ce n'est pas parce que la presse, de manière holiste, ne placardent pas cela ou à la une de leurs journaux ou dans les différents reportages, que ce soit à la radio ou à la télévision, que ce devoir de mémoire n'est pas présent dans les rédactions. Mais il faut toujours, on a l'habitude de le dire, il y a tellement de faits, des occurrences entre-temps, des journalistes surtout à la radio ou à la télé, c'est le média de l'immédiat, donc on court après les faits maintenant. Il y a l'occasion valant la chandelle, on a l'habitude de dire chez nous, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, à toute fois que l'occasion se présente, il est tout à fait bon, on a le droit de revenir sur un quelconque événement, et notamment le décès dans une situation, dans des conditions assez déplorables, quand même, du premier président du Cameroun. Donc, la presse se doit de le faire tout le temps, parce qu'en réalité, cela dure beaucoup. La presse l'a longuement fait. À un moment donné, elle s'est quelque peu essoufflée face à cette détermination à faire rapatrier le reste du président Aïdjo. Mais une chose est sûre, il faudrait que l'on comprenne que c'est plus, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais c'est un devoir de mémoire que, au-delà des médias, au-delà de tout ce que l'on peut voir en l'espace de 24 heures, que nous donnons notamment les Bombok et tous ces patriarches qui ont connu ces époques-là, de remettre en scène, de remettre au devant de la scène cette histoire collective-là, parce qu'on ne le dira jamais, la culture est tout ce qui nous restera quand nous aurons
tout oublier. Et effectivement, il faudrait que l'on sache exactement ce qui s'est passé. On a beau dire que c'était une période assez sanglante de l'histoire du Cameroun, mais on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé tout à l'heure Mbombok Dieudonné Yebga, parce qu'ils ont ce devoir de mémoire là. Ils ont le devoir de rappeler aux générations futures, aux générations présentes et futures, quel est le rôle qui a été abattu plus par tel ou par tel autre, qu'il ait été mal vu ou pas. Je vous rappelle que peut-être on reviendra sur ces détails tout à l'heure, parce que au moment où on demande que les restes du président Aïdjo reviennent au Cameroun, je vous rappelle que la pension de la première dame, notamment Germaine Aïdjo, on va y revenir. Voilà, donc, okay. Si vous permettez, bien sûr. Joseph René Mboutozé, est-ce que vous comprenez que les restes du premier président du Cameroun soient encore à l'extérieur? Comment ça s'explique? Oui, si on peut le regretter, parce que nous tous qui sommes habités d'un sentiment nationaliste, on souhaiterait bien que cela s'accomplisse. Mais je crois que l'État du Cameroun a fait ce qu'il y avait à faire. Et le président de la République l'a bien rappelé, et à plusieurs égards, qu'il était de la responsabilité de la famille de faire revenir naturellement les restes du président Aïdjo au Cameroun. Mais je crois que le problème qui se pose, c'est parce que Germaine Aïdjo, qui est actuellement la veuve du président, du premier président du Cameroun, voudrait le faire d'une manière spécifique. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas que le pouvoir en place s'oppose à ce rapatriement. Le problème, c'est la famille voudrait des conditions à elle, à cette famille, pour que cela soit fait. C'est pour ça que certains pensent qu'il y a un blocage qui se situe au niveau de la famille. Parce que, Serge Alain, vous allez me permettre de vous lire la loi 91/022 du 16 décembre 1991, portant en réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Il est dit à l'article 1er alinéa 1 qui porte sur la réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance et la constitution du pays, les rayonnements de son histoire et de sa culture. À l'alinéa 2, on dit, en application des dispositions de l'alinéa 1, si on réhabilite, et on va donc, voilà qu'on va citer les gens nommément: Amadou Aïdjo, Oumniobe Ruben, Moumie Félix, Ernest Ouandie. Ces 4 figures sont citées nommément. Bon, le plus important, c'est au niveau de l'article 2 qui dit que la réhabilitation visée à l'article 1er a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment pour ce qui concerne leur nom, leur biographie, les effigies, les portraits, les dénominations des rues, les monuments et les édifices publics. Et je crois que nous avions en souvenir que même le stade de Fandena a été réhabilité sous le nom de Stade Amadou Aïdjo. C'est la partie la plus importante là, parce que l'État du Cameroun... Est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait au Cameroun, qui débaptisait le stade? Non, mais vous savez que lorsque le président Aïdjo a été condamné, il y a un ensemble de choses qui lui avaient été retirées, parce que vous savez que les faits qui lui étaient reprochés à ce moment-là étaient suffisamment graves, parce qu'il s'agissait quand même d'une atteinte à la sécurité de l'État. Bon, voilà. Donc c'était des faits suffisamment graves à l'époque. On comprend que de 84 à maintenant, beaucoup de choses se sont passées et que les cœurs se sont adoucis. Mais on n'oubliera pas quand même que c'était pour des faits suffisamment graves. Et si je reviens maintenant à l'article 3, je prendrai seulement la ligne 2, qui dit que les frais occasionnés par les dits transferts sont à la charge de l'État. Ça veut dire que l'État du Cameroun a balisé le chemin.
pour que cela soit fait. Mais maintenant, je pense que le blocage devrait, moi je préfère dire devrait, se situer entre ce que le gouvernement est capable de faire pour que cela arrive et les exigences de la famille. Je crois qu'il faudrait peut-être surfer sur cette vague-là pour comprendre exactement pourquoi, malgré cette volonté politique qui se traduit à travers cette loi de 1991 que je viens de vous lire, lorsque nous savons que la majorité, ou alors la presque totalité des lois votées par l'Assemblée nationale sont des projets de loi, dont nous comprenons bien que c'est donc une volonté du gouvernement d'avoir mis cette loi sur la table des députés qui a été votée. Et pour terminer, je préfère encore lire pour ne pas arriver à paraphraser les mots du président de la République, Paul Biya, qui, lors d'une interview qu'il a accordée à France 24, disait qu'il y a eu des événements malheureux sur lesquels il ne voudrait plus revenir, le président Paul Biya, s'agissant de 1984. Et il poursuit en disant: l'Assemblée nationale, sur ma proposition, a voté une loi d'amnistie. Ceux qui ont vécu ces tristes événements ont retrouvé leur droit. Il y en a même qui sont au gouvernement. À l'époque où il parlait, je crois même que jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore certains d'entre eux qui sont toujours au gouvernement. Principalement, on peut penser au président de l'UNDP, de M. Issa Chiroma. Voilà. Le problème de rapatriement de la dépouille de l'ancien président est, selon moi, un problème d'ordre familial. Ça, c'est le président Paul Biya. Je vais continuer pour chuter. Il dit: je dois dire que le fils de mon prédécesseur est député. Là, vous savez, il a été député de l'UNDP. J'ai pas de problème avec la famille de mon prédécesseur. Ses filles et fils vont et reviennent et personne ne les a jamais inquiétés. Si la famille de mon prédécesseur décide de faire rapatrier les restes du président à Idjo, c'est une décision qui ne dépend que d'eux. Je n'ai pas d'objection ou d'observation à faire là-dessus. Et je voudrais, pour terminer, pour chuter, dire ici que le fils aîné, parce que je vais prendre les deux bouts, je prendrai le fils aîné qui a donc été député de l'UNDP, qui est ambassadeur itinérant aujourd'hui. Et en plus, il est président du conseil d'administration de l'hôtel Sawa. Et ça, c'est l'aîné. Et la cadette est militant du RDPC, président du conseil d'administration du palais des congrès. Lorsque j'aurais donc dit tout ceci, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de problème entre la famille Ayidjo et la famille de Paul Biya. Je crois que des réglages... Non, ce n'est pas un problème de famille de Paul Biya, c'est l'État. Oui, voilà. Parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que cela relève de l'absence de volonté sur le plan personnel du président Paul Biya. Alors là, je vous ai donné son point de vue, qui a clairement été diffusé à son temps par l'ensemble de la presse internationale. Kiepka. Président Idjo, le premier président du Cameroun, repose toujours à l'étranger. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça peut impliquer pour la marche de la nation. Alors, c'est une analyse qui est complexe. Parce que quand vous me demandez de parler de ça, quand vous m'invitez à ce plateau pour en parler, ça veut dire que je dois beaucoup plus me baser du côté culturel, du côté de la tradition. Nous savons tous que quand un musulman décède, il doit être enterré, je pense, avant la 5e prière. Alors, c'est ce qui a été fait, je pense. Maintenant, pour ramener son corps, est-ce que la coutume musulmane permet de le faire? Ça, je n'en sais rien. Je m'interroge tout simplement. Alors, nous sommes tous, quand on regarde globalement, toutes nos traditions se ressemblent, sauf les pratiques diaboliques où le 9 devient le 6. Mais toutes les autres pratiques se ressemblent. C'est pour cette raison que moi, je vais essayer de faire cette analyse sur la base de la tradition Bassa. Alors, quand quelqu'un naît chez nous, on prend le placenta, on va enterrer au village. Cela voudrait dire que
quel que soit l'endroit où il va mourir, son esprit va rentrer là où on avait enterré le placenta. Ça, c'est chez nous. Alors, est-ce que c'est la même chose chez les autres? Je n'en sais rien. Alors, vous savez, quand on va épouser une femme quelque part, on se renseigne souvent. Nous, on déconseille d'épouser des enfants naturels. C'est compliqué. Alors, qui a connu le papa de Ahidjo? Et le placenta était enterré où? Au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Mali, on n'en sait rien. Mais il faut s'interroger. Quand je dis ça, le corps de Ahidjo qui est là-bas, son esprit est où? Quand nous faisons des funérailles, c'est vrai que l'Église catholique avait dit qu'il y a le paradis, mais nous disons que le paradis est sur terre. Tout se paye ici-bas. Quand quelqu'un meurt, il doit être jugé pour libérer son esprit. Et on le fait souvent quand nous organisons des funérailles. Ça, je parle de chez nous et je crois que c'est partout pareil. Quand on organise les funérailles, c'est en ce moment qu'on regarde si le partant a laissé des problèmes derrière ou pas, et on clarifie tout et son esprit devient libre. Pour ce qui est du premier président Amadou Ahidjo, est-ce que le régime en place voudrait libérer son esprit? Il faut s'interroger. Si le régime en place voudrait libérer son esprit, il accepterait l'organisation de ses obsèques. Même si la famille organise ses obsèques seule, parce qu'il a été le président du Cameroun, il a des comptes à rendre. Donc l'État du Cameroun doit le libérer, dire qu'il est quitte avec nous. Tant que l'État ne s'associe pas à cela, on ne l'a pas libéré. Donc son esprit reste enfermé. Et pour que son corps, je pense que c'est pour cette raison que la famille insiste que son esprit soit libéré. Parce que si son esprit est libéré, chez nous, quand l'esprit est libéré, on l'invoque, il vient et on travaille avec cet esprit. Mais s'il n'est pas libéré, il est en prison. On ne peut rien faire. Donc je pense que, tel que c'est fait, M. Ahidjo, président du Cameroun, son esprit doit être libéré. Pour qu'il soit libéré, il faudrait que l'État l'accompagne et la famille. Tant que ce n'est pas fait d'une façon collégiale, je pense que son esprit ne sera pas libéré. Okay. C'est là le problème. Okay. Son esprit fait peur. Voilà. Hilaire Zipan, le président Ahidjo, c'est un homme d'État. Est-ce qu'on devrait laisser l'organisation des obsèques à la seule famille? Est-ce que Ahidjo appartient seulement à sa seule famille nucléaire? Je pense que Zé a posé les bases qui permettent en principe de clarifier. Je pense que Montborg l'a complété au point de vue traditionnel. Une fois qu'on a légiféré la désignation de ce que c'est que les héros nationaux de par la loi, ça veut dire qu'ils s'engagent tous les Camerounais. On a nommé spécifiquement certaines figures. Ahidjo, Omniobe, Mouni, Wandje. Donc, en principe, ils n'appartiennent plus à leur famille. Ils font partie de l'héritage de tous les Camerounais. Et l'avoir fait à partir d'une loi était déjà une avancée. Mais pour autant, le problème n'est pas réglé. Est-ce que le débat se situe au point de vue traditionnel comme venait de situer Mbombo, ou est-ce que c'est les dissensions internes de la famille qui empêchent de le faire? Toujours est-il que dans l'histoire du Cameroun, Ahidjo fait partie de notre patrimoine. Donc, à mon sens, pour que nous soyons en harmonie avec l'histoire, en harmonie avec cette famille, en harmonie avec ce que nous pouvons enseigner aux jeunes générations, il est bon que l'État s'implique dès lors qu'il y a la loi pour faire amener complètement le corps d'Ahidjo. La loi étant donc impartiale, faisant fi à ce que tout le monde doit respecter la loi, quelle que soit sa norme, une fois qu'elle est légiférée, et je rappelle, et là, pour compléter, qu'au moment où cette loi est votée à l'Assemblée nationale, l'UNDP a 68 députés. Il faut le dire, c'était quand même énorme et ça pesait pour beaucoup en ce qui concerne. Et il a encore dit que les projets, ce n'est pas des projets de loi, ce n'est pas des propositions de loi, c'est des projets de loi qui viennent à l'Assemblée. Donc à ce moment-là, je pense qu'on a dû lever le pied et il est bon que pour pouvoir se réconcilier avec l'histoire, qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Maintenant,
il y a un autre volet qui me semble tout à fait important. C'est que la génération camerounaise à l'heure actuelle, à peu près, les statistiques nous disent à peu près 58 à 60% des jeunes qui ont moins de 35 ans. Et si on fait le différentiel entre 35 ans et 31 ans, ça veut dire que pour la plupart des jeunes aujourd'hui qui sont en responsabilité, ils avaient 4 ans. Il est bon de les enseigner l'histoire telle qu'elle a été, avec ses hauts et ses bas. Et dès lors qu'on a légiféré pour encadrer toute la nomenclature du parcours d'Aïdo, en principe, il devait être référentiel dans un livre enseigné aux jeunes générations. Ça va nous permettre de nous réconcilier une fois de plus aussi avec notre histoire et comprendre un certain nombre de dérives. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le président Biya, qui est là, a commencé pratiquement ses premières bases de fonctionnaire en 1962. Donc il a lui-même participé et il est aujourd'hui pratiquement au bout, certainement, de la vie humaine. Je ne dis pas qu'il partira demain, mais au vu de la vie humaine, et à l'âge où il est, c'est possible. Il serait donc de bon ton, de par son parcours lui-même, le président Biya, et de celui d'Aïdjo, que l'on puisse avoir une continuité. Et cette continuité, une fois que la loi l'a fixée, il est bon que le président Biya prenne ses responsabilités pour le faire. Je terminerai en disant que à un moment, à un parcours, je pense que c'est l'élection de 2013, je ne sais pas où le président Biya est pratiquement allé à Garoua, je ne sais pas si je me souviens, je ne sais pas si c'est 2007 ou 2013, mais il avait fait campagne là-bas en réitérant... 2011, vous voulez dire? En 2011, je pense. 2011, oui. En rappelant que ce débat-là, il a cours et il en a pris les engagements dans les consultations, parce que ce n'était pas public, dans les consultations qu'il aura apportées. Donc je pense que rien n'est fait. En même temps, on avance. En même temps, on voit des signaux que tout est clair, mais c'est dans le détail que se trouve le nœud de ce problème. À mon avis, c'est dans le détail. Ouais. Et dans le détail, entre laisser la famille parcourir, faire la famille nucléaire, organiser le rapatriement et en même temps légiférer par la loi, cela me dit que, en fait, l'État du Cameroun dit c'est possible et, au vrai sens, n'applique pas les dispositions légales. Parce qu'une fois qu'il a légiféré, c'est l'État, c'est rien qu'à l'État qui revient la responsabilité de faire tous les obsèques sans que la famille n'en soit plus pratiquement possédante. Voilà, Thierry Nyopé, pour vous, sur ce débat, la famille, l'État, où est-ce que vous vous situez, vous? Je l'ai dit tout à l'heure, le président Idjo appartient à la mémoire collective du Cameroun. C'est un devoir de mémoire. Que nous soyons historiens du présent ou Camerounais lambda, nous avons le devoir de restituer, de recadrer l'histoire du Cameroun, ne serait-ce que pour les générations présentes, il l'a dit tout à l'heure, ou pour les générations à venir. Il faudrait bien que l'histoire du Cameroun soit enseignée à nos enfants, que de continuer à parler de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, qui en réalité n'a rien à voir avec le commun des Camerounais. Il faudrait commencer justement à repenser l'histoire du Cameroun. Il se trouve malheureusement que beaucoup de ces gens qui ont joué un rôle indéniable dans la constitution de cette histoire-là sont en train de passer de vie à trépas. Vous vous rappelez que le commandant Kissamba est mort il y a quelques mois sans laisser un véritable testament aux Camerounais, sans que l'on sache exactement quel est le rôle qu'il a joué dans les indépendances du Cameroun, qu'il soit du bon côté ou du mauvais. Je n'aimerais pas faire le procès du commandant Kissamba, ou Ngli Masaga, comme on l'appelait si bien. Il y a eu beaucoup, comme le professeur, le professeur Moukoko Priso, de l'Union des populations du Cameroun, qui est décédé il y a quelques années, qui me disait encore sur un plateau de télévision qu'il y a un problème que beaucoup de Camerounais semblent ne pas comprendre, ne même pas voir poindre à l'horizon, c'est le problème du tribalisme. Nous étions exactement, si j'ai bonne mémoire, en 2014. Et je vous rappelle que 6 ans après, aujourd'hui, tout le monde parle de tribalisme. Ça veut dire qu'il a eu le temps de voir. Je crois que l'expérience qu'il a eue à vivre au quotidien a été pour beaucoup. Qu'est-ce que nous avons gagné dans cet héritage-là? Qu'est-ce que ces patriarches qui ont vécu cette histoire laissent à la prospérité? Rien du tout. On a parlé tout à l'heure de cette batterie de mesures qui avait été prise par le gouvernement de la République pour quelque peu amnistier, je préfère utiliser le mot, certaines personnes qui ont joué un rôle trouble dans l'histoire du Cameroun. Je vous rappelle que beaucoup restent membres du gouvernement
actuellement, il y a Bello Bouba Maïgari, qui est ministre d'État d'ailleurs, et qui est en charge du tourisme au Cameroun. Il y a Issa Chiroma, qui est, je crois, à la formation professionnelle. Et il y a, en réalité, sont nombreux comme ça, qui ont joué un rôle assez trouble. À un moment donné, tout le monde sait que beaucoup d'entre eux avaient été emprisonnés. Et on avait accusé le président Idjo d'avoir été l'un des acteurs de ce punch manqué de 1984. Je crois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et au lieu de continuer à cravacher, à revenir là-dessus, je crois qu'on devrait davantage accomplir les dernières volontés du président Idjo. Quand il écrivait, je vous rappelle que c'est une lettre, c'est une note manuscrite, ça veut dire justement, de sa main d'écriture, de sa propre main. Ce n'est pas un test dactylographie ou dicté à quelqu'un. C'est le président Idjo lui-même qui l'avait écrit en l'adressant, c'était, je crois, le 19 décembre 1985 au président Abdou Diouf, quand il y était encore. Il sentait certainement sa mort prochaine, mais malheureusement, c'est 4 ans après qu'il est parti. Il a eu le temps de faire le tour de la question et de dire, si jamais je meurs, que mes restes soient rapatriés au Cameroun. Et je crois que Germaine Aïdjo, dans plusieurs interviews, est revenu là-dessus. Je continue à rester au Sénégal aux côtés des restes de mon mari. Le jour où les restes de mon mari seront rapatriés au Cameroun, je viendrai les accompagner. Elle joue le rôle d'épouse jusqu'à la dernière minute, jusqu'au bout. Nonobstant le comportement de sa fille, Aminatou Aïdjo, ou de Badjika Aïdjo, qui est, qu'on ne le veuille ou pas, ambassadeur itinérant, c'est quand même un membre du gouvernement, qu'on ne le veuille ou pas. Donc, au-delà de ce rôle-là, parce que je l'ai dit même ce matin, quand vous parliez de la revue des grandes unes, nous, Camerounais lambda, nous impliquons dans ce plaidoyer-là. Que pense Aminatou Aïdjo? Que pense Badjiga et les autres? Parce qu'ils sont les plus en vue. Mais que pense justement la famille? Pourquoi cette famille-là ne prend pas les devants pour donner clairement sa position au-delà de la sortie de Madame Germaine Aïdjo? Moi, je crois que ce sont des questions qui méritent d'être... aller à l'encontre de la volonté de leur maman, vous pensez? Je vous rappelle que je n'aimerais pas soulever un lièvre ici, mais je crois que entre Aminatou Aïdjo et Germaine Aïdjo, ce n'est pas, c'est de la mère et la fille, mais les deux, ce n'est pas le parfait amour. Il faut le dire ainsi. Donc, je n'aimerais pas entrer dans les querelles de famille pour le relever ici, mais je continue à croire que le président Aïdjo n'appartient plus à la famille Aïdjo. Le président Aïdjo est une affaire de Camerounais. C'est un devoir de mémoire. Nous avons l'obligation. Et il y a l'une de mes collaboratrices qui s'est amusée aujourd'hui dans le cadre de la rédaction d'un papier, justement, qui revenait sur la commémoration de ce décès du président Aïdjo. Et si tous les maux que le Cameroun est en train de traverser ne venaient pas de là, il faudrait bien se poser la question. Ok. D'abord, vous, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il faut, du côté du gouvernement, on n'a pas oublié l'épisode de 1983-84? Parce que quand le président Aïdjo écrit sa lettre le 19 décembre 85, il parle de la vilaine parenthèse. Et il fait allusion aux événements de 83, au stade, on le procès Salatou et tout ça. Et il y a le putsch du 6 avril 84. C'est ça qu'on a du mal à digérer, à oublier, pour que les restes du président Aïdjo continuent à... Vous savez, le président Aïdjo a dirigé le pays tout en conservant le pouvoir. Quel que soit le Camerounais qui aurait accepté de prendre le pouvoir à cette époque, aurait agi comme Aïdjo l'avait fait. Quand je le dis, vous connaissez d'où je viens. Notre région a souffert, mais nous avons pardonné. La preuve, il y a des Bassa qui vont s'incliner sur la tombe de Aïdjo. Et ils ne sont pas lynchés. À l'époque... On a compris. Voilà. Alors, quand Aïdjo part du pouvoir, il transmet le pouvoir à son successeur constitutionnel, mais derrière, il voudrait que le parti prime l'État. Oui, c'est Alors, quand ça ne marche pas,
Et quand on revient sur les affaires de 83-84, vous pensez que le pouvoir actuel peut oublier ce qui devrait arriver, mais que non, parce que ça reste à l'esprit. Ça reste à l'esprit. On pense que si aujourd'hui on libère cet esprit, il risque d'être invoqué par ceux-là même qui avaient subi d'autres choses, et peut-être. Et ce qu'il faut noter, parce que le Cameroun souffre réellement, il n'y a pas que l'esprit de Ahidjo. Et vous savez, en 1955, on a massacré à Nouvelle. Oui. Le mois dernier, je pense, il y avait une commémoration à Équité, à Edea, où les EPC sont partis faire le MBAC, c'est-à-dire on a tué, on a fait couler du sang. Donc le Cameroun souffre pour ce sang qui a coulé. Il n'y a pas que l'esprit Ahidjo, il y a d'autres esprits qui nous tirent vers le bas. Mais il faut faire quelque chose. Il faudrait que l'État, c'est vrai que ce n'est pas les députés qui rédigent les lois, il faudrait que le gouvernement regarde cela parce que nous souffrons. Mais je vous rassure, Thierry l'a dit tout à l'heure, est-ce que le Mbok pourra faire quelque chose? Pendant mon mandat, si les médias peuvent nous suivre, vous allez voir des changements. Nous avons pris des engagements pour cela, pour beaucoup de choses. Et nous allons le faire. Parce que c'est la tradition d'abord et tout tourne autour de ça. Quel que soit ce qu'on fait, tout tourne autour de la tradition. Et si la tradition est délaissée, tout reste en berne, comme on peut le dire. Voilà. Donc, le pouvoir, ce qui s'est passé en 83-84, plane sur l'esprit du pouvoir du Cameroun. Ok. Joseph René Mboutouzé, vous maintenez que c'est à la famille de faire ce qu'elle a à faire? Oui, vous savez, Serge Alain, je comprends que... Est-ce que le président Ahidjo, pour vous, reste... Je comprends que c'est assez difficile de ne pas évoquer des émotions lorsque nous parlons d'un tel sujet. Oui. Bon, mais là, nous ne sommes pas là pour des émotions. Nous sommes là pour que les Camerounais apprennent, comprennent les choses, soient édifiés. Oui, d'abord pour bien préciser votre pensée à M. Nzipan, parce que j'ai la loi de 91 dans son ensemble, mais j'ai laissé de côté l'article 3 que je vais lire là maintenant, qui dit le transfert des restes mortuaires au Cameroun des personnes citées à l'article 1 ci-dessus, inhumées à l'extérieur du territoire national, peut s'effectuer à la demande de la famille ou du décusus, sous réserve de la dernière volonté du défunt et conformément à la législation du pays d'inhumation. Sous réserve de la volonté. Voilà. Donc ça veut dire que même si il y a un cadre réglementaire qui peut encadrer le retour des restes du président Ahidjo, il reste quand même que tout doit être déclenché par la famille. Voilà. Mais maintenant, vous savez que Germain Ahidjo, qu'il a dit dans plusieurs fois au cours de ses multiples interviews, il voudrait que ce rapatriement soit retentissant à la dimension de ce qu'a été son époux, c'est-à-dire président du Cameroun. Or, il est clairement établi que malheureusement, lorsque son mari mourait, non seulement qu'il n'était plus président du Cameroun, mais il était condamné. Il était condamné et il était condamné à mort. Ça, ce sont des faits. Oui. Voilà. Il n'est pas mort comme président, mais il a eu... Il est ancien président. Oui, il est ancien président, mais malheureusement, lorsqu'il mourait, il y avait une déchéance qui le poursuivait parce qu'il était condamné par la justice du Cameroun à mort. Bon, voilà. Maintenant, il y a eu une loi d'amnistie, mais qui n'enlève pas le fait qu'il a été condamné par les tribunaux camerounais à une peine de mort. Est-ce que, sur la base là, il peut revenir au Cameroun auréolé comme un président de la République tel que sa famille le voudrait?
Parce que le problème ne se pose pas sur le rapatriement des restes. Oui. C'est-à-dire que Germaine peut prendre les restes de son mari demain et les amener au Cameroun. D'ailleurs, on a dit que les charges sont supportées par l'État. Ça peut être soit financier avant, tout comme ça peut avoir un caractère de remboursement. Tu dis que si la famille du président Ahidjo veut que ce Ahidjo soit enterré à Garoua la semaine prochaine, il sera enterré à Garoua. Donc le problème n'est pas qu'il y ait un blocage institutionnel ou même réglementaire, puisque la loi est là, la loi permet que cela revienne. Voilà. Et le président de la République a clairement dit que lui, il ne s'oppose pas au retour du président Ahidjo. Et c'est pour ça que j'ai précisé que le problème qui se pose, c'est au niveau Vous dites que la famille, c'est la famille de déclencher le processus. Voilà. Et surtout au niveau au niveau événementiel, que la famille du président Ahidjo voudrait marquer le retour du président Ahidjo. Bon, voilà. Vous êtes sera difficile. Non, ce sera difficile. Mais oui. Parce que j'ai lu quelque chose où un avocat appelé Maître Ngoupa, avocat au barreau du Cameroun, il a dit quelque part que le droit de disposer d'un corps revient d'abord à la famille. Donc du point de vue du droit, c'est d'abord à la famille et surtout à la veuve que revient la responsabilité du transfert du corps d'Amadou Ahidjo à Yaoundé. Et il précise que ramener cela sur le plan politique est juste de la récupération. Alors vous voulez imposer au président Paul Biya, qui a manifestement, à travers un projet de loi de son gouvernement, déposé à l'Assemblée nationale, a non seulement gracié Ahidjo, mais l'a réhabilité moralement, mentalement, parce que cette loi visait que toutes les œuvres d'Ahidjo soient reconnues comme telles, et qui a clairement dit qu'il ne s'opposerait d'une quelconque manière au retour du dépôt d'Ahidjo. Voilà. Mais vous voulez, la famille veut ensuite que cela soit fait comme si le président Ahidjo était mort au pouvoir et en paix avec le Cameroun. Voilà, merci. Non, je voudrais dire deux petites choses avant qu'on... D'abord, la première, c'est les pouvoirs du président de la République sont conférés par la Constitution et non par les lois. La condamnation par coutume d'Ahidjo est un différentiel de la loi par rapport à la Constitution. Je fais simple que tu nous comprenons. Dans le dispositif de l'article 3, il est dit selon la volonté du défunt. La volonté du défunt emporte sur le vouloir de la famille. La volonté d'Ahidjo... Que le reste soit ramené au Cameroun. Exact. Et même la volonté de la famille va avec. Non, la volonté du défunt est au-dessus de la famille, en ce sens qu'au moment où il rédige, ce n'est pas sa famille qui remet, bien entendu, cette correspondance écrite de sa main. Il remet à un chef d'État qui, du point de vue grade, est équivalent à celui du Cameroun. Donc, il revenait donc au président Diouf de le faire. Et là, on relate un peu, au point de vue historien, donc que le président Diouf a appelé le président Biya pour lui dire qu'il est mort, qu'est-ce que j'en fais? À ce moment, l'accordéon se ferait sur la volonté du défunt. C'est vrai qu'en 89, cette disposition de loi n'existait pas. Mais dès lors que cette disposition de loi est rentrée en application au point de vue réglementaire, il revenait donc, cette fois-là, d'appliquer les dispositions de la volonté d'Ahidjo qui était au-dessus de la famille et au-dessus, cette fois-là, de les condamnations telles qu'elle a été faite. Ça veut simplement dire que l'État du Cameroun veut, mais en réalité ne veut pas appliquer. Non, c'est la famille. C'est la famille qui doit. Le corps appartient d'abord à la famille. La disposition 3 dit que la volonté du défunt, donc la volonté d'Ahidjo emporte sur celle de la famille. Merci, Hilaire. On va revenir après le journal parce qu'il est là. Cédric. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Sachalan. Bonsoir aux invités ce soir. Nous parlerons des recettes fiscales du Cameroun à l'heure où le Parlement examine le budget pour l'année 2021 fixé à environ 4 835 milliards de francs CFA. Vous verrez dans ce journal comment des économistes estiment qu'il y a de nombreux dysfonctionnements dans les projets structurants annoncés pour l'année 2021 et en plus la politique économique du Cameroun manque de lisibilité afin de voir une stratégie de croissance inclusive pour les Camerounais. C'est l'exploitation illégale du bois qui fait perdre
près de 20 milliards de francs CFA en 2 ans au Cameroun. Les bailleurs de fonds s'inquiètent des capacités de sécurisation de la recette fiscale. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Face à l'insécurité grandissante dans la capitale Yaoundé, les forces de gendarmerie et les forces de police se mobilisent pour arrêter des présumés gangs de malfrats et appellent à la mobilisation et la coopération des populations. Nous ferons le point dans le journal de 20h et vous verrez le message de cette Camerounaise écrivaine, finaliste malheureuse du Grand Prix Goncourt en France. Elle a tenu à faire savoir que la flamme qui a été allumée à travers son périple ne va pas s'éteindre. Nous en parlerons dans quelques instants. Ça vient. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau, Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Thierry Nyopin, Joseph René Mboutou, Zé Mbombo Kiepka et Hilaire Maker Zipan. Hilaire Zipan, oui. Faites un peu, c'est normal que ce secteur-là soit en mouvement. Les malfrats, c'est normal, ils doivent... Je pense que nous avons la chance d'être un peu à l'abri de ce virus qui... Ah, vous êtes à l'abri? Un peu à l'abri, j'ai dit un peu. Oui. Donc nous pourrons avoir des semblants de fête. Oui. Donc à ce moment-là, c'est toujours des moments assez importants pour les familles, de faire des réjouissances, de sortir soit des peines, soit d'abandonner des idées, ou du moins de faire le deuil de certains événements malheureux qui se sont déroulés dans leur vie, qui a été un peu mon cas. À ce moment-là, les malfrats sont pignons de rue et ils ont l'impression que toute personne qui est dans la rue possède quelque chose de plus. Oui. Et donc, il y a un regain dans ce sens-là qui vise à ce que les gens soient spoliés. Mais nous avons nos forces de maintien de l'ordre qui font un travail remarquable et nous avons suivi tout à l'heure la diligence dans laquelle a fait montre l'officier de police, qui a démontré, s'il en était besoin, que nous pouvons encore faire confiance sur dans ce domaine-là, la gendarmerie. Oui. Mais il y a aussi un cas regrettable de la gendarmerie, parce que, au-delà du fait qu'ils le font avec les malfrats, avec beaucoup de brio, ils nous gangrènent un peu le transporteur sur la voie publique. C'est quand même parfois malheureux. Qui parle ah ouais, le transporteur qui parle, ils sont pas... c'est une mauvaise période aussi pour vous, les transporteurs? Une très très mauvaise période. Et on multiplie les barrages, parfois, nonobstant des conventions qu'on a signées avec les pays à frais, qui n'ont pas de façade maritime, et cela les crée des désagréments. On est dans ce parcours permanent, mais je pense que le CRD, cette fois-ci, a essayé de régionaliser un peu ces contrôles-là, et nous avons donc initié une autre rencontre. On ose croire que les fêtes se passeront avec moins de désagréments et beaucoup moins d'accidents, parce que ça aussi, c'est aussi une autre période extrêmement forte pour les accidents. Je pense que le ministère des Transports prendra toute sa responsabilité et que tout le monde sera conscient qu'il vaut mieux aller lentement, même s'il faut aller vite. Voilà, Mbombo Kiepka, cette période, elle vous fait peur particulièrement? Période des fêtes, on a vu des malfrats qui n'hésitent pas à mettre sur pied un certain nombre de stratagèmes pour s'en sortir, on va le dire comme ça. Oui, c'est pas seulement à cette période de fête. Si vous vous rappelez très bien, le 18 janvier 2018, j'avais été agressé à l'entrée de mon village. Et mon véhicule avait été arraché. Mais le matin, c'était 22h, le matin à 9h, la police nous a appelés parce qu'on a contacté le 1500. Et qu'on a retrouvé notre voiture à Noumayos. Oui, alors, quand ils veulent travailler, ils travaillent. Mais c'est le même, encore une fois, parce que quand je le dis, je le dis avec un petit pincement au cœur. Quand on retrouve ma voiture, c'est la police de Noumayos qui retrouve ma voiture, et ils informent la gendarmerie, et la gendarmerie demande que cette voiture aille à la gendarmerie. Quand moi je retrouve ma voiture,
Et en fait, ils ont eu peur de la conduire parce qu'il y avait les attributs de Mbok à l'intérieur. Donc, là où ils avaient garé, ils ont laissé ça. Ils nous ont donné les clés que voilà, votre voiture allait prendre. Normalement, si c'était simple, ils allaient conduire la voiture à la gendarmerie. Et là, il fallait sortir d'énormes sauts. Bon, là, je n'ai sorti, déjà qu'il n'y avait plus rien. Et je n'ai rien sorti. Ils m'ont donné ma voiture, je suis reparti avec. Donc, en ce moment-ci, et vous savez, quand on regarde la télé, on voit ce qui se passe ailleurs, on a envie d'imiter. Et je voudrais insister par rapport à ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Ceux qui sont ici, il y en a d'autres de là-bas qui viennent vers nous. C'est le moment de profiter pour faire des coups bas. Donc, la situation du nord-ouest peut être généralisée dans tout le pays si on ne fait pas attention. Donc, nous pensons que, comme quand ils veulent, ils font. Il faut vraiment qu'on mobilise les forces de l'ordre d'ici le 31 janvier pour que le Cameroun soit en paix. Sinon, il risque d'avoir des coups terribles jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà. Joseph René Mboutouzé, montée de la criminalité à la Protefête. On a suivi l'officier de gendarmerie revenir sur cet élément, la collaboration entre les populations et les FMO. C'est important ? Oui, c'est important parce que, vous savez, la police agit sur je voulais dire les forces de défense agissent sur le renseignement. Et le renseignement, c'est les populations qui doivent la donner. Donc moi, je pense que dans un quartier ou quelque part, lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui est modifié dans le comportement des individus dans le mauvais sens, il est important de faire appel directement aux forces de l'ordre pour enquêter là-dessus. C'est très important. Parce qu'effectivement, à la veille de fête, il y a toujours des gens qui s'organisent de manière à ce qu'ils puissent dépouiller les autres pour pouvoir passer des fins d'année telles qu'ils auraient souhaité sans pourtant effectuer le moindre effort. Ok. Voilà. Thierry Yopin, la population doit coopérer avec les forces de maintien de l'ordre. Jusqu'où ? Pour que ça ne devienne pas... Pourquoi ça ne devienne pas quoi? Non. Ça ne ressemble pas à autre chose. Non. On a vu, à une certaine époque. Moi, je crois que la situation ne serait pas comme celle que nous avons vécue il y a quelques mois au nord, où quand la population ne collaborait pas, certaines personnes au sein du corps social étaient parfois molestées par les forces de l'ordre, qui les accusaient parfois de complicité tacite avec les éléments de Boko Haram, cette secte terroriste, négationniste même, j'aime à le dire, qui terrorise les populations dans les parties septentrionales du Cameroun. Non, les populations doivent collaborer le plus étroitement possible, parce qu'on ne le dira jamais assez, le renseignement prévisionnel permet de résoudre les problèmes en amont que de les subir en aval, parce que si on laisse que les choses ou que la situation s'envenime, on ne pourra nécessairement pas résoudre le mal à la racine. Donc, Sumboutou l'a dit tout à l'heure, quand on voit un nouveau visage dans l'environnement, dans l'entourage, dans le voisinage, il est parfois de bon ton d'en informer le chef du quartier, qui en principe est en contact avec les FMO, les forces de maintien de l'ordre et la gendarmerie, qui également se permet de les mettre au courant. Et de fil à aiguille, on peut savoir exactement si cette personne peut représenter un danger ou pas. Donc le renseignement provisionnel joue un rôle extrêmement important. Parce que même quand vous avez écouté tout à l'heure, il a fallu que la population s'implique justement pour que les agents de la gendarmerie fassent convenablement le travail. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Camerounais, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais. C'est la raison pour laquelle les Camerounais également doivent s'impliquer pourquoi pas dans la sauvegarde de leurs intérêts. Et je continue à croire que la population devrait s'impliquer le plus étroitement possible pour éviter, pour se sentir davantage en sécurité, surtout à l'approche de ces fêtes de fin d'année où, vous savez, c'est généralement le lit de plusieurs malfaiteurs qui estiment qu'on peut s'enrichir sans pour autant fournir des efforts. Voilà,
On revient dans la première partie. Hilaire Zipan, je commence par vous. On vous a interrompu. Mamadou Tandia, ancien président du Niger, décédé des jours de deuil national, obsèques officielles. John Jerry Rawlings, décédé des jours de deuil national, obsèques officielles. Mais au Cameroun, à Idjo, comme dit Mboutouze, il est mort, étant condamné. Oui, je pense qu'il faut mettre... C'est compliqué. Non, il faut mettre les éléments de manière chronologique. Et je pense que quand on va mettre de manière chronologique, on comprend pourquoi on n'a pas fait le deuil national. 84, coup d'État manqué. 85, bien entendu, la littérature d'Aïdjo, ou du moins, le vœu d'Aïdjo. Oui, 89, mort d'Aïdjo. 91, loi d'amnistie de là. Je pense que quand on regarde les événements tels qu'ils se sont déroulés, on ne pouvait pas avoir des obsèques officielles, à mon sens, parce qu'à ce moment-là, la loi d'amnistie n'avait pas encore pris corps et les fautes qu'on reprochait à Idjo, avec tout, étaient encore pendantes. Mais pour autant, une fois qu'on a légiféré en 91, et je pense que j'ai insisté là-dessus pour dire que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 permettent en ce que l'État puisse s'accaparer donc du corps du président Aïdjo pour le ramener au Cameroun. Maintenant, cela ne se fait pas comme l'on souhaite, mais il est bon que dans le contexte actuel, que l'on puisse résoudre. Parce que le président Aïdjo et le président Foncha ont été à un moment à un autre des acteurs majeurs de la crise, du moins de la réunification du Cameroun. Et je pense que si l'on essaye de farfouiller ou si on essaye de regarder de près les archives, soit d'Aïdjo, soit du président Biya, certainement, ou du président Foncha, non, le premier ministre Foncha n'était pas président, du premier ministre Foncha, on peut trouver les éléments qui vont nous construire. Et je l'ai dit, et rappelant que le président Biya était là depuis 1962. Donc je pense que ça peut être aussi un fil conducteur pour la résolution de la crise. Et Bob l'a dit, le fait qu'on ne puisse pas élaguer pour nous Bantous, ces funérailles-là, montre à suffisance qu'on peut le traîner parce que l'âme est pratiquement dans l'atmosphère, n'est pas à sa place. Mais une fois que j'ai dit ça, on ne peut rien. On ne peut que se lamenter, regretter, se proposer. Mais qu'est-ce qu'on peut le faire à l'heure actuelle pour que ces choses-là se passent absolument bien? Dès lors qu'on sait que le fils d'Aïdjo, qui est membre du gouvernement, l'a-t-il bien dit Nyodor, à partir du moment où, Nyobé, tant pour moi, ambassadeur, sa fille qui est présidente du conseil d'administration, s'il y a des différends au sein de cette famille, quand bien même avec leur mère ou en vis-à-vis de leur père, il n'en demeure pas moins que pour des besoins de réconciliation nationale, nous avons besoin d'avoir la traçabilité historique sur le phénomène Aïdjo. Et alors donc, cela nous commande donc à aller faire ce deuil-là, du moins à ramener cette dépouille-là, du moins à poser cet acte-là, au-delà de l'envie, peut-être, ou de la méfiance dont mon ami Zé essaye de dire, oui, mais il n'a pas envie de faire un événementiel. Ils n'ont pas peur d'un cadavre, à mon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Biya, il dit, je voulais rester comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun et la prospérité. Et je pense que lorsqu'on fait ces deux éléments loués-là, on doit se réconcilier aussi avec l'histoire pour faire de la prospérité. Donc, à mon sens, il faut que nous allons dans ce sens-là pour que nous puissions aplanir plus ou moins. Et je terminerai pour dire que si l'on visite très bien les archives et l'histoire de notre pays, on va trouver certainement le fil conducteur de la solution de la crise anglophone. Et également même, plus ou moins, les éléments qui structurent aujourd'hui la décadence de l'économie, comme a dit un peu tout à l'heure le reportage. Vous savez, l'État est dans une dépréciation très avancée, comme s'il n'y avait pas de repères, comme s'il n'y avait personne qui avait travaillé pour ce pays. Et c'est assez regrettable. Les fonctionnaires se sont accaparés de toute la République et ils ne veulent pas donner le là. Je pense qu'il est temps pour le président Biya, qui n'a plus rien à démontrer, il a 38 ans de pouvoir. Il a 87 ans. Il est pratiquement l'un des doyens des chefs d'État, pour ne pas dire planétaire. Donc il n'a plus rien à démontrer. Nous demandons que s'il veut nous laisser un pays en paix, comme il a bien dit, un pays dans la démocratie, comme il le souhaite, un pays dans la prospérité, comme il a envie de le faire, qu'il faut qu'il se réconcilie naturellement avec l'histoire. Et se réconcilier avec l'histoire, c'est de convoquer le corps d'Aïdjo qui revienne. Personnellement, tel qu'on voit l'attitude du président Biya, il n'a plus envie de se retrouver dans ce conflit du passé. Ce qui le projette, c'est beaucoup plus sa sortie et beaucoup plus ce qu'il va léguer aux Camerounais. Et je pense que les militants du RDPC devaient prêcher cette chapelle-là. Et l'on est venu nous rappeler en permanence que l'oubli de 84 ne semble être encore d'actualité. Il faut oublier, messieurs Zé,
et regarder dans le bon chemin, parce que c'est très important. Oui, Joseph René Mboutouzé. Mon principe en fait exprès de dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit le président de la République, lui, il a tracé la voie à travers la loi d'amnistie. Il a à plusieurs reprises dit qu'il ne voyait pas, il n'était pas opposé au retour de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Et je vous ai dit sur ce tableau que si la famille voudrait le faire ramener demain même, tout dépend d'eux. Vous savez, les problématiques de rapatriement de corps ne commencent pas seulement avec le corps d'Amadou Ahidjo. Lorsque vous mourrez à l'extérieur, chaque fois qu'on ramène vos corps au Cameroun, c'est une forme de rapatriement. Donc le Cameroun ne s'oppose pas à des rapatriements de corps. Mais le cas particulier de l'ancien président Ahidjo, c'est qu'il a quand même été président, le tout premier président camerounais d'après les indépendances. Il a été président 23 ans. Il a son successeur, le président Paul Biya, il est encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. L'un a pratiquement été le père et l'autre le fils. Et à un moment donné, il y a eu de graves dissensions. Parce que, et la grande réconciliation. De graves dissensions parce que moi, en tant que le défenseur du président Paul Biya, j'ai quand même en mémoire que le président Paul Biya aurait pu être tué en 1984. On va pas ressasser bon, ben, ça. voilà. Oui, mais n'empêche quand même qu'il aurait pu être tué en 1984. Non, je ne rappelle pas, c'est un fait, c'est de l'histoire, on ne va pas l'effacer. Qu'on a intenté à la vie du président Paul Biya en 1984. Mais voilà, mais malgré ça, le président Paul Biya a initié ceux qui ont tenté de le faire. Certains travaillent avec lui. Les enfants du président Ahidjo sont à côté de lui, à côté du pouvoir. Donc pour indiquer clairement que le président Paul Biya n'a pas de problème ni avec la famille de son prédécesseur, encore moins avec le fait que le corps de son prédécesseur soit rapatrié au Cameroun. Il faut que la famille, qui est d'abord concernée en premier, si mon père meurt en exil, pourquoi je devrais, si j'ai les possibilités, moi, Mboutou, de le faire ramener dans mon village et de l'enterrer? Pourquoi je devrais m'accrocher sur le fait que, comme le président de la République ne le veut pas, moi je ne l'amène pas? Pourquoi faire cette récupération politique? Si la famille a vraiment grand besoin de retourner au pays avec le reste d'Ahidjo, ils le feront et personne ne le leur empêchera. Voilà la vérité. Tout le reste, c'est juste pour faire de la surenchère politique. C'est tout. Voilà. Bon, donc pourquoi pour vous, le président Ahidjo, c'est un citoyen comme le reste? Un métamor pour vous, quand on parle d'Ahidjo, c'est un Camerounais comme le reste? Mais vous savez... Vous pouvez convoquer l'article 3... Vous savez, aujourd'hui... On peut convoquer l'article 3 pour... Aujourd'hui, les gens qui montrent le plus de sentimentalisme sur ces questions ont parfois été les plus... Non, même pour le président Biya. Ont parfois été... J'ai dit que les gens qui veulent... Les gens, moi je reste dans le cadre réglementaire. Non, mais si nous voulons convoquer les émotions, je voudrais vous dire que des gens qui, par le passé, étaient les plus durs, veulent aujourd'hui montrer un peu du sentimentalisme là-dessus. Ce n'est pas un problème de Paul Biya ou du régime de Paul Biya. C'est un problème qui concerne tous les Camerounais. Et si vous me permettez, je peux vous lire une déclaration d'un grand militant du MRC, parlant du président Ahidjo. Non, mais parce que... allez-y. Oui, en son temps, je vais vous dire ce que Alain Foguetedo m'avait dit, parlant de cette problématique-là, pour que les Camerounais comprennent quelles sont les positions de ce parti, ou alors de certains dirigeants de ce parti par rapport au cas Ahidjo, et comprendre que le problème n'est pas un problème du régime de Paul Biya ou bien de Paul Biya. Alain Foguet avait dit: il ne faut pas oublier qu'Amadou Ahidjo était le premier président du Cameroun indépendant. Bien avant lui, André Marie Mbida aurait été chef de l'exécutif camerounais et premier prisonnier politique d'Amadou Ahidjo. Il a été enterré au Bala sans gloire ni trompette. Ces restes n'ont jamais fait l'objet d'une telle publicité.
Pourquoi donc focaliser les esprits sur la seule personne d'Ahidjo? Ruben Oumniobe a été enseveli dans un bloc de béton à Ezeka. La dépouille de Félix a disparu dans son caveau à Conakry. Le docteur Osenda Fana a été enterré sans tête et Nes Wandie fusillé sur la place du marché à Bafoussam. Tous élevés au rang de martyrs et considérés comme des victimes du régime Ahidjo. Voilà ce qu'il pensait. Il s'interrogeait pourquoi Ahidjo devrait être une préoccupation particulière. Et tous les autres... Cette déclaration se fait avant 91 ou après 91? Après 91. Ok. Voilà. Et le premier président du voilà. Et tous ceux qui sont concernés par la loi de 1991, parce qu'ils ont été cités nommément, tout ce que M. Foguet a retenu, c'était que c'était des bourreaux de M. Ahidjo. Oui, mais voilà la pensée. Il ne faudrait pas que, parce que nous sommes dans des combats politiques aujourd'hui, lorsqu'il faut parler du président Ahidjo qui reste à Dakar, comme si c'est un fait du régime de Paul Biya ou de Paul Biya, alors qu'il y a certains Camerounais que s'ils avaient été dans le pouvoir avec ce genre de position-là, je ne suis pas sûr que ramener Ahidjo aurait été une préoccupation pour eux. Maintenant, ils peuvent donner le sentiment, parce qu'ils cherchent un peu à toucher la fibre de certains ressortissants du Cameroun, principalement les ressortissants du Nord. Et moi, ce soir, je m'adresse donc aux ressortissants du Nord. Je m'adresse aux ressortissants du Nord pour leur dire que Paul Biya est votre fils. Il a démontré à plusieurs égards. Et Paul Biya n'a pas de problème avec la famille Ahidjo. Et la preuve, Paul Biya travaille avec les enfants d'Ahidjo. Et il a clairement dit que si la famille d'Ahidjo voulait ramener les restes d'Ahidjo au Cameroun, il ne s'y oppose pas. Que Germaine vienne dès demain et on verra si les frontières leur seront fermées au Cameroun pour aller tranquillement déposer les dépouilles d'Ahidjo dans la ville de Garoua que je connais bien. Kayeka, sur cette, est-ce qu'il y a un problème de réconciliation nationale lié à l'absence, ce retour des restes d'Amadou Ahidjo? Est-ce qu'il va manquer quelque chose? Il manque toujours quelque chose? Vous voyez, Ruben Oumniobe, Ernest Wandie, Moumié et les autres ont combattu, ont empêché ou bien ont tenté d'empêcher Ahidjo de travailler comme il voulait. Et Ahidjo n'a rien fait pour eux. C'est plutôt quand M. Biya arrive qu'il essaye donc de les ramener à la surface. Alors, quand je prends cet exemple, je remonte. Je pense qu'aujourd'hui, Ahidjo, le régime de Biya ne pourra rien faire pour Ahidjo. Il faudrait un autre régime pour s'en occuper. Donc pour vous, tôt ou tard, les restes du président Ahidjo devrait revenir. C'est quand même le premier président. Oui. Même comme il nous a fait trop du mal, mais nous avons pardonné. Et nous demandons donc au régime de pardonner aussi. Parce que c'est le pardon qui est au sommet de tout. Voilà, merci Bobo. Et suite de la pension. Au-delà de la pension, de Germaine Ahidjo, je vous rappelle que c'est un décret qui a été signé le 10 avril 1979 par le président Ahidjo lui-même, qui stipule de manière très claire que les anciens présidents devraient avoir en principe droit à une pension à vie tant qu'ils sont présidents, qui se situerait aux 2/3 du solde de la pension, du solde du président en exercice, et que les veuves devraient également avoir droit à une pension alimentaire, mais également les orphelins, des bureaux, un logement, tout le tralala qui accompagne généralement toutes ces personnes qui ont été à des hautes fonctions, des hautes responsabilités. Mais surtout malheureusement que plus de 30 ans après ce décret, qui n'a pas été abrogé entre-temps,
n'est pas appliqué jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle Maître Alinscombe, que vous connaissez beaucoup, il milite avec beaucoup d'aisance ces derniers jours. Elle a écrit une série de lettres à l'attention du président Biya, et ces derniers jours, elle a écrit à l'attention de la première dame, Madame Chantal Biya, pour lui dire que il faut vous rappeler effectivement que hier c'était elle, demain ça peut être vous. Ça ne veut pas dire que nécessairement on le lui souhaite, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Le chef de l'État, même s'il est en exercice, un jour ou l'autre, s'il est toujours vivant, sera nécessairement un ancien chef de l'État. Donc il devrait bénéficier du même décret que son prédécesseur ou que la descendance de son prédécesseur. Donc voilà ce qui fait problème jusqu'ici. Mais au-delà de tout ce qui a été convoqué tout à l'heure, j'ai écouté Bombok et mon cher Moutou, mais à cette allure-là, on a comme l'impression que ce que je disais tout à l'heure, les Camerounais ont plus que jamais besoin de se réconcilier avec leur histoire. Nous avons besoin d'être réconciliés avec notre histoire parce que c'est cette histoire justement qui fonde notre être. Nous ne pouvons pas être dissociés de cette histoire-là. Il faudrait que cette histoire triste ou bonne soit enseignée aux générations présentes et à venir. Il faudrait que l'on sache exactement quel a été le rôle joué par chacun de ces nationalistes ou pas dans l'édification du Cameroun. Tant que cela n'est pas fait, je crois que nos enfants manqueront toujours de repères et on continuera à parler de la Deuxième Guerre mondiale comme quelque chose qui nous est si proche. Merci. Le temps de faire un tour, parce qu'il nous attend déjà Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre. 100% football, c'est dans un instant au menu. Bonsoir Serge Alain, vous parlez de l'histoire ce soir. Eh bien, 100% foot va faire le prolongement de cette histoire en parlant de football. Et l'histoire, c'est aussi la disparition de Diego Armando Maradona, la légende du football qui est passé de Via Tripa la semaine dernière. Ils sont 22 lions indomptables qui ont été adversaires de l'Argentine de Diego Armando Maradona le 8 juin 1990 en match d'ouverture de la Coupe du Monde qu'organisait l'Italie. Mais il y a un Camerounais qui a la particularité d'avoir partagé le vestiaire et l'attaque de Boca Junior avec Diego Maradona. Il s'agit de Alphonse Thiami, qui est le principal invité de 100% foot ce soir. L'homme a côtoyé de plus près la légende du football mondial. Il nous dira comment est-ce que c'était cette collaboration avec Diego Armando Maradona dans cette attaque de Boca Junior. Nous rendons donc hommage dans cette édition de 100% foot au dieu du football. Nous parlerons aussi des péripéties de Hamad à la Confédération africaine de football après sa suspension. Le président de la CAF a décidé de contre-attaquer au tribunal arbitral de sport alors qu'au Cameroun, le championnat est toujours au point mort. Voilà. Les détails, c'est dans un instant, ce sera après Equinox Soir. 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. 30 secondes. Quels sont vos souhaits pour l'année prochaine? On ne doit pas se retrouver avec la même thématique, c'est votre souhait? Le 30 novembre, le 30 novembre 2021. Non, je 30 pense secondes, que, non, chacun. non, On fait je le pense. dernier tour d'étape. Je pense que lorsqu'on a beaucoup plus au président Biya qui doit complètement la clé, les nœuds et qui a déjà posé quelques jalons pour pouvoir solutionner ce problème-là de la loi, qu'il faut qu'il s'implique et que plus ou moins des militants du RDPC qui ont un sens conservateur, un peu comme Zé, puissent se mettre un peu de l'eau dans leur moulin et savoir qu'une fois qu'on a décidé la réconciliation, c'est la réconciliation. Il ne faut pas recouter le couteau dans la plaie, ça ne sert à rien et le président Biya doit prendre sa responsabilité pour que nous trouvons là le début de la crise, certainement la crise anglophone, mais naturellement également la réconciliation dans les Camerounais ont le plus besoin pour pouvoir affronter plus ou moins l'après-Biya avec beaucoup d'allant parce qu'un jour à un autre, il y aura l'après-Biya. Justement. Oui, 30 secondes. Le président de la République, Paul Biya, a dit qu'il ne s'opposait pas au retour du président Aïdjo. Moi, maintenant, en tant que manager, stratège, je voudrais donc conseiller la famille d'Aïdjo d'engager dans des démarches qui peuvent prendre les Camerounais en témoin, de faire la demande de rapatriement, de convoquer la loi et de demander de faire un budget qui communique à l'État avec des appuis pour dire que pour rapatrier le corps d'Aïdjo, voilà ce qui nous coûterait la dépense, pour que nous soyons en sûrs qu'eux-mêmes ils ont engagé des marches, parce que personne ici ne peut clairement savoir si c'est resté dans cette famille sur la base des intentions en attendant d'arracher une organisation d'obsèques officielles grandiose, ou alors ils ont quand même essayé des démarches, nous n'en avons pas la preuve, qu'ils engagent donc des réelles démarches
qui pourront mettre le peuple camerounais à témoin et dire que le président de la République, malgré tout ce que nous avions fait comme démarche, voilà la preuve, n'a donc pas voulu que le corps d'Adieu soit revenu. Je suis sûr que si cela est engagé, on aura plus ce débat en 30 novembre 2021. Parce que moi, je crois à la parole de mon président qui a dit qu'il ne s'oppose pas au retour des restes du président Ahmadou Ahidjo au Cameroun. Ok. Thierry Nyope. Oui, je dirais que le président Ahidjo a certes cassé des œufs. C'est normal, c'est humain. Mais je crois qu'il a quand même fait des omelettes, tout le monde les a vues. Il a fabriqué des seniors, il a laissé une économie plus ou moins prospère. Et d'ailleurs, le chef de l'État actuel l'avait dit que son illustre prédécesseur a laissé une économie assez saine. Et aujourd'hui, vous voyez vous-même à quoi ressemble le Cameroun. On parle de plus en plus de mal-gouvernance. Donc, il y aura nécessairement un après-billage, je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que l'on comprenne que nous avons besoin de nous réconcilier avec notre histoire. Nous avons besoin de nous réconcilier, que ce soit avec la famille de Robert Oumyobé, Wandi et les autres. Il faudrait effectivement que les Camerounais s'asseyent, regardent ensemble dans la même direction, parce que sinon, même les relents, la crise anglophone, on l'a dit tout à l'heure, les incidences, les conséquences peuvent émaner justement de tout cela, parce que toutes ces personnes ont contribué à bâtir le Cameroun dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà, d'abord que vous êtes dépositaire. Dites-nous le mot de la fin, votre espoir. Oui, le mot de la fin est qu'à un moment donné de l'histoire, nous aurons besoin de tous les esprits, surtout les esprits positifs. Nous avons donc intérêt à les récupérer et tout en étant positifs pour le bien-être du Cameroun. Voilà. Merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir, la première de la semaine. Le rendez-vous, il est pris pour demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Dakar. Dakar de Douala.